Dans l'épisode du jour, Tesla ouvre ses superchargeurs américains au reste de la concurrence, SpaceX allume presque tous les moteurs de son nouveau booster, et le Hardware 4 va bouleverser nos Tesla. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur toutes ces nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien. Comme d'habitude, je suis avec notre très cher ami Mathias. Salut! Salut Jérémy, bonjour tout le monde, comment vas-tu? Comme d'habitude, ça va très, 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 très bien et encore une fois, une actualité très riche cette semaine. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir regardé la dernière vidéo. On a quasiment battu un record sur le dernier, sondage. On aura une nouvelle question à vous poser cette semaine et on verra quelles ont été vos réponses. C'était assez intéressant et puis, évidemment, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas tout de suite à lâcher un grand pouce en l'air. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir faire connaître cette vidéo. Ça pousse dans l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite sans plus attendre avec quoi? Avec du spatial, je crois. Ouais, on va se rendre chez nos amis, de SpaceX à Boca Chica. On a ici, le booster B7, donc pour propulser le Starship et il a allumé lors d'une tentative ses 33 moteurs. En fait, en réalité, il en a pas allumé 33 mais 31. Un moteur a été mis en off par les équipes avant la tentative, juste quelques temps avec avant l'allumage. Et ensuite, eh bien, lors de l'allumage, il y a un moteur qui s'est éteint, on ne sait pas pourquoi. Enfin, en fait, en réalité, c'est, le logiciel qui a détecté que la pression était anormale dans la circulation des turbopompes. Donc actuellement, ils sont en train d'inspecter, le booster et l'objectif, eh bien, c'est ensuite de pouvoir, mettre le Starship, le S-24 et faire le fameux vol orbital. Est-ce que tu crois qu'ils vont refaire un test par-dessus une fois qu'ils auront, compris la panne ou la faute qu'il y a eu, le défaut? Alors, des infos potentielles, normalement, ils ne devraient pas refaire d'allumage statique. Par contre, il y a peut-être un test, autour des moteurs, ça peut être test des turbopompes, ça peut être divers, mais en tout cas, ouais, il y a un test à faire, qui est plutôt urgent parce que tu peux pas envoyer, si tu as des moteurs qui lâchent, c'est pas dingue. Et donc tu te rappelles, SpaceX, ils ont été sélectionnés pour la NASA, pour le programme Artemis, le Starship HLS, Human Ouais, Landing System. exactement. Et donc forcément, c'est pas un Starship, enfin c'est un Starship, mais il n'a pas de bouclier thermique ni d'aileron et c'est ce qu'on voit à notre gauche. Pendant un long moment, les gens ils disaient: «Oui, non, les ailerons ils vont être mis», mais en fait non, pas du tout. L'objectif, ça va être de le mettre en orbite, juste pour tester l'architecture. Soit il reste sur la Lune, soit il reste autour de la Lune, amarré au gateway, donc à la Mmh. station lunaire. Maintenant, actuellement, le Starship, il est prévu pour à peu près 2 missions, 2-3 missions, le HLS et ensuite, rien. Donc voilà, le HLS, il aussi, faut faire des tests de ravitaillement en orbite. Ça demande à peu près, une dizaine de ravitailleurs pour ensuite qu'ils puissent rejoindre la Lune. Donc il y a certaines prouesses technologiques à faire, en termes de gestion des ergols. Donc voilà, c'est plutôt condensé et puis sur les tests, voilà, petite, dernière actu, c'est autour des plateformes. Je ne sais pas si tu te rappelles, les plateformes pétrolières achetées par SpaceX. Ouais. L'objectif, c'était, il y a des nuisances, hein, d'ailleurs, il y a eu un immense nuage de poussière qui a été généré au Texas à cause de cet essai qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, après cet achat, ils voulaient les aménager, pour pouvoir lancer et tirer des Starships, un petit plus loin, des côtes, pour éviter ces nuisances, pour, surtout les habitants et finalement, ils les ont vendus. Voilà, les plateformes ont été vendues, à une entreprise et SpaceX va pas utiliser de plateforme pétrolière, selon Gwynne Shotwell, la COO de SpaceX, donc celle qui s'occupe des opérations, c'est pas des véhicules adaptés pour lancer des Starships. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ils oublient complètement l'idée de pouvoir tirer depuis, la mer? Ou est-ce que tout simplement, ils se rendent compte que le rétrofit était trop coûteux, trop compliqué et qu'ils vont, nous sortir leur propre plateforme dédiée?
Comme c'était le cas d'ailleurs, je crois, sur les premières images, hein. Les premiers plans, ils avaient leur propre barge. Sur les premières images, ils parlaient, ouais, vraiment d'une plateforme plate, une vraie plateforme plate avec une tour. Ouais. Je pense qu'ils vont devoir développer eux-mêmes quelque chose parce que, en termes de masse, il y a un problème de gestion, le rétrofit va être galère et Mmh. là, actuellement, si va falloir se bouger parce que sans plateforme, ils vont être obligés de tirer depuis le sol et si les autorités commencent à s'apercevoir que ça génère trop de nuisances, bah, peut-être que ça sera peut-être la fin, le stand-by du projet pendant un bon moment donc Ouais. attention. Tu sais, on avait parlé des Allemands, de The Exploration Company, une start-up franco-allemande. Ils vont envoyer ce prototype-là dans l'espace en 2023 normalement via le premier vol, d'Ariane 6 Mmh mh. et là actuellement, eh bien, ils ont dévoilé le bouclier thermique, donc là tu as le Mmh. bouclier, mais tu as pas la garniture du bouclier, pour, leur deuxième prototype qui sera sur une taille beaucoup plus imposante forcément. Donc il est terminé et lui, il doit voler en 2024. Donc un véhicule réutilisable, une Crew Dragon européenne. Très intéressant parce que tu sais, ils avaient levé beaucoup de fonds et on va parler, de l'Europe. Est-ce que tu as déjà testé Starlink? Et non, mais je me dis que de plus en plus, je vais être obligé parce que sans raconter ma vie, ici, je suis en coaxial. C'est la galère pour pouvoir avoir la fibre et aux heures de pointe, c'est l'enfer. Je peux même pas faire de live, on pourrait même pas enregistrer le podcast si on était à heure de pointe. Donc peut-être que ça serait une assez bonne idée d'essayer Starlink, effectivement, ouais. Bon, en tout cas, peut-être que tu vas avoir l'opportunité un jour de tester Iris 2. C'est une constellation internet que l'Union européenne a adoptée le 14 février à la commission. Donc il y a eu une majorité de votes, c'était écrasant, la plupart des députés ont dit oui. Ça va être une constellation internet pour, fournir des services militaires, de secours, aux diplomates, aux pompiers, aux citoyens européens. On va pas être sur de la commercialisation comme Starlink de masse, Mmh. mais plus être basé sur des services internet haut débit, même dans des zones blanches pour, plus un cadre de comment dire? De système d'appoint. Mmh mh. Ça a été voté, on parle de 2,4 milliards en investissement, c'est une nouvelle constellation qui va s'ajouter à Galileo et Copernicus, donc 2 Mmh. constellations européennes qui ont déjà été financées sur de la météorologie et du GPS. Maintenant, voilà, le nouvel enjeu, c'est l'internet haut débit de partout, en Europe du moins dans les pays membres de l'Union européenne et là, tu vois, tu sais, les Starlink, on en a des milliers, ce sont des petits satellites, en orbite terrestre basse majoritairement et là, par contre, l'UE veut, développer différents satellites de différentes tailles et le déployer sur une orbite moyenne, basse et haute. Donc on va pas être sur quelque chose de dupliqué comme Starlink. Ça va être, ils vont plus miser sur le volume, du moins de la charge en elle-même. D'accord. Donc, sur la taille, et moins sur du volume en termes de quantité de satellites en orbite. Et lancement prévu pour quand? Eh bien, ça devrait commencer à se mettre en place autour de 2024. Les premiers services opérationnels dès 2024 et le système complet sera déployé en 2027. Maintenant, hem, à voir comment Ariane 6 va s'en sortir, hein, parce que Ariane 6 déjà on parle de lancement pas avant, début 2024. Enfin on disait fin 2023 et ça pourrait glisser en 2024. Donc ça va être lié ou sauf si les startups du New Space en Europe, ESA Aerospace, RFA, ils arrivent à soutenir le développement et avoir des lanceurs légers capables de mettre quelques petits satellites, de la constellation, des prototypes de la constellation. On verra bien L'ironie du sort, ça serait qu'Ariane 6 soit tellement en retard qu'ils soient obligés de demander à SpaceX de leur envoyer leur satellite. et ça sera pas possible. Ah. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit parce que le vote, ça a été, pour une, constellation 100 européenne. Donc Ah. ça passe de la fabrication du satellite, donc Thales, Airbus, ils vont être, contactés, OHB, tous les spécialistes, des charges, jusqu'au lancement. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se reposer sur des lanceurs européens et vu qu'on a plus de Soyouz du coup, eh bien, ça va être très limité, en termes de lanceurs, sauf si Vega, arrive à ressortir de son dernier échec. Ah. Donc mes voisins là de Thales Space, ils vont certainement produire ces fameux satellites? Ouais, je pense qu'ils vont produire, la partie, tu sais, je disais plusieurs tailles de satellites. Je pense qu'ils vont produire les plus gros satellites, Ouais, vu que c'est leur expertise. ouais. La preuve, hein, ils ont produit la dernière fois le plus gros satellite. Ils ont dû, agrandir des voies de péage pour ça. Donc, ils connaissent bien tout ça. Lorsque tu auras des infos sur la création de ces satellites à Thales,
bah, on pourrait se faire un petite visite, ça serait sympa, Bah, puisque Thalès totalement. est visitable. Totalement, on se fait une visite, et on y Ça va, serait let's cool, go. ça serait cool. On va changer de sujet, revenir sur le plancher des vaches, j'ai envie de dire, avec Tesla, parce qu'il y a quelques news majeures cette semaine concernant Tesla. La première news, c'est, elle ne concerne pas directement, mais elle est quand même assez importante pour l'entreprise, c'est l'ouverture du réseau de superchargeurs. Jusqu'à présent, Tesla n'avait ouvert son réseau de superchargeurs qu'en Europe. C'était une phase test, pilote. Et c'est plus facile en Europe puisqu'on a le standard CCS, tandis qu'aux États-Unis, Tesla, ils sont un petit peu plus embêtés puisque ils ont leur standard Tesla et ils ont le CCS 1 pour les États-Unis. Et ce qu'il y a, c'est que le président Biden a dit, nous, on met sur la table 7,5 milliards de dollars à condition que vous ouvriez vos réseaux à tout le monde et que ça soit avec le standard CCS. Donc, Tesla est, je ne sais pas s'ils sont forcés, mais en tout cas, ils se lancent là-dedans pour pouvoir enfin ouvrir le réseau à tout le monde. Alors, on a quelques infos qui sont super intéressantes qui viennent de la page officielle Twitter Tesla Charging, qui nous dit donc la confirmation que ça va bien être ouvert très bientôt aux États-Unis. Pas tous les superchargeurs, mais que ça va quand même répartir de façon assez uniforme aux États-Unis, donc tout le monde pourra en profiter. Et dans un second temps, là j'ai envie de dire c'est le tweet qui tue, en tout cas de mon point de vue, ils disent qu'ils vont plus que doubler leur réseau américain jusqu'à la fin 2024. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si tu veux? On va aller voir sur superchargeur.info pour voir où ils en sont. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? La courbe bleue, là, c'est tous les superchargeurs aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et donc, en Amérique du Nord, on en est à 1875 chargeurs, superchargeurs. OK? La dernière fois qu'ils ont, si on divise par deux, on était à l'été 2020 à peu près. On était aux alentours de 900, 1000 superchargeurs. Donc, ils ont mis 2 ans et demi pour arriver à le doubler. Là, ils nous disent qu'ils vont encore le doubler en 2 ans, sauf que bien évidemment, doubler de 900 à 1800, c'est pas la même chose que doubler de 2000 à 4000 quasiment. Donc, il va falloir travailler dur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, à ton avis, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Comment vont le prendre les gens? Je pense que Tesla s'en fiche un petit peu de ce que les gens vont penser finalement. Eux, ils vont aller chercher les subsidiaries, donc les fonds gouvernementaux. Mm. Tesla n'est pas dans le cœur de l'administration, Biden. Heu, ça nous l'a déjà été prouvé à maintes reprises, plus affilié à Ford, à des, constructeurs, historiques. Donc leur objectif, voilà, c'est de tout faire, de rester dans la mesure, la ligne du gouvernement. Parce que forcément, ils ont des enjeux, avec les gigas qui sont à construire et aussi les réseaux, moi je pense qu'ils sont obligés de s'adapter. Ils vont devoir s'adapter et ça, je pense, c'est aussi toutes les entreprises finalement, peu importe dans le pays où elles sont, elles doivent s'adapter aux mesures gouvernementales, Mm. pour pouvoir survivre et essayer d'avoir des financements, ou des aides, derrière, pour leur développement. Parce que là, tu vois, peut-être que les choses sont un petit peu en train de changer avec l'administration, puisque j'ai un tweet de POTUS. Donc, POTUS, c'est le officiel des présidents américains, président Biden, qui dit qu'ils veulent donc construire un réseau de 500 000 chargeurs voitures électriques autour des principaux axes de transport, les autoroutes et dans les villes. Donc 500 000, c'est l'objectif. Et il nous dit ici que Elon Musk et Tesla vont jouer une part importante pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Donc ils sont quand même conscients que faire appel à Tesla et que Tesla se lance dans le jeu, c'est un grand pas en avant quand même, hein, puisqu'ils ont le plus gros réseau de superchargeurs mondial. Je ne peux pas Bah, t'en priver, quoi. c'est ça. Bon, les midterms, sont passés quand même, mais on reste sur un enjeu politique où, l'écologie, sur la politique de Biden était, plutôt «importante», entre guillemets, dans sa communication. Il n'y a pas eu forcément eu des mesures de masse et là, il se rend compte que, même s'il allait voir des constructeurs historiques, pour promouvoir le véhicule électrique, Tesla reste aujourd'hui le leader, pour disrupter, toute cette partie de recharge et là, d'ailleurs, le vote a été adopté sur, l'arrêt des ventes, des véhicules thermiques dans l'UE. Ouais, Donc ça bouge. ouais, ouais. Et tu sais, on parlait du fameux Magic Dock la dernière fois, on se demandait Ouais. comment ça pouvait marcher.
Eh ben, on a une petite vidéo qui nous montre une animation. Je vais te la faire voir. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je trouve que si c'est ça, en tout cas, ça serait assez sympa. On est ici. Alors, refresh. Voilà, donc là, tu as une voiture électrique autre que Tesla. Tu sors ton plug et tu vois que là, si tu as une voiture Tesla, tu sortirais que la partie Tesla. Donc, effectivement, ça serait un Magic Dock. C'est inclus dans le boîtier, dans le socle du superchargeur. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Ouais, il s'adapte à ce problème, que les Américains n'ont pas, c'est des normes sur beaucoup de choses. Nous, on a la chance en Europe, enfin en UE, d'avoir, des normes un petit peu pour tout et rien, notamment les tu vois, le l'USB-C qui est passé, Mm. donc c'est vrai que ça avantage, pas tous les constructeurs, mais au moins Tesla, là, tu vois, trouve une solution pour la niche des véhicules électriques et je pense que même si c'est tout con, beaucoup de constructeurs n'auraient pas eu forcément cette idée. Donc, à voir comment ça va être fait, comment les Américains vont réagir par rapport à ça. On sait qu'il y a des superchargeurs qui sont déjà ultra congestionnés, mais ils vont pas tous les ouvrir. Donc, peut-être que ça sera justement les superchargeurs qui sont les moins utilisés, les moins congestionnés qui vont être servis. On va voir comment ça se passe, mais je trouve que c'est un bon point pour l'accélération de la voiture électrique. Et pendant qu'on en parle, je trouve que c'est là où c'est ultra malin aussi, c'est que, regarde, tu as une voiture électrique, tu te pointes au superchargeur et tu expérimentes le superchargeur. Et pendant que tu es au superchargeur, tu as l'impression de te sentir en mode Tesla, la facilité, la simplicité, et puis tu as tous des mecs qui viennent à côté de toi en Tesla, tu vois. C'est amener le concurrent dans le showroom. C'est brillant. Et et surtout, tu vas au superchargeur, tu as un véhicule électrique, comme, je sais pas, une Volkswagen par exemple, hein, que ça soit que c'est européen, mais, ou un autre véhicule, bref, un véhicule qui n'a pas de divertissement embarqué, bah, tu te fais vite chier. Donc tu vois Et tu vois le mec à tes côté qui copains à regarde côté, Netflix. c'est ça. Même si pour d'autres véhicules, ça la charge va s'accélérer, d'autres constructeurs, eux, ils vont rester sur un schéma, de charge, moyenne ou, enfin rapide, mais pas aussi rapide, Mm. que l'on imagine. Donc, il y a ce divertissement qui va se renforcer pour, ce type de constructeur et c'est là où tu te dis: «Mais est-ce que Tesla ne peut pas vendre une partie logicielle, d'adaptation?» Ah! Moi je dis ça, je dis rien, mais après, il y a des limites. Tu vois, Netflix avec leur truc là, pour, les foyers. Pour les Ouais. personnes hors du foyer, ne peuvent plus utiliser Netflix ou c'est 6 € en plus. Bah, actuellement, il y a des limites parce que les personnes ont Tesla, vu qu'elles bougent tout le temps, ben, en fait, elles sont le Netflix, il se dit: «Bah, non, tu as pas le droit de regarder parce que tu arrêtes pas de bouger». Donc Mais il j'ai y a vu un certaines article comme quoi ça allait pas concerner les Tesla, cette bah, histoire. il y a des utilisateurs Tesla qui ont eu des problèmes, en tout cas. Ah bon? Ouais, on m'a tagué sur Twitter, d'une personne Tesla qui se plaignait justement d'avoir ce problème-là, ouais. On parlait tout à l'heure de d'autres constructeurs, peut-être qu'un jour tu vas avoir des Cadillac qui vont arriver, des Cadillac électriques qui vont arriver dans ton, superchargeur, se brancher, l'éclatade et en fait, en toute, sincérité, eh bien, Cadillac veut arriver, cette année, enfin, ils veulent présenter cette année 3 véhicules électriques pour une début de la production en 2024. Donc marque General Motors. Mmh. General Motors, ce n'est pas non plus, hein, c'est pas un petit constructeur, on Ouais. c'est emblématique et c'est assez, troublant cette stratégie, tu vois? On parlait de Ford, débarque en F1 et chez, nos chers amis, donc de Cadillac, il se pourrait qu'ils arrivent d'ici, quelque temps, avec, le pilote Andretti, enfin l'ancien pilote de Formule 1 Andretti, pour créer une écurie en Formule 1 sous Cadillac. Sauf que maintenant, il y a d'autres négociations avec, la FIA et les organismes, qui gèrent, la Formule 1. Mais, tu vois, on a cette transition où tu as des constructeurs américains qui sont quand même, bien, présents sur l'hybride ou sur le thermique, qui commencent à faire cette transition vers l'électrique, mais à rester ou à créer une stratégie de communication et de marketing, avoir un nouvel accès, cette plateforme de business qui est le paddock, pour Mmh. pouvoir, voilà, essayer de grappiller, d'avoir une autre force de business, pour se développer dans l'électrique d'ici, les prochaines années. Mais après, c'est Ouais, c'est pas aussi, bête. une arme marketing. C'est aussi une arme marketing, finalement, la Formule 1, ça passionnera toujours des foules et ça reste dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, de nombreuses générations d'être un Mmh. sport, d'élite. Donc, ça Ouais, permet ouais. quand même, tu vois, de renforcer l'image de marque, mais d'avoir d'autres projets, pour, électrique, hormis, l'hybride ou le thermique.
gros intérêt pour la voiture électrique cette semaine avec Ford, puisqu'ils signent un partenariat avec nos amis chinois de CATL pour créer une gigafactory de batteries pour les États-Unis qui va produire dans le Michigan, donc toujours dans l'histoire du plan Biden où on veut faire de l'américain pour pouvoir bénéficier des aides de l'État. Et donc là, ils vont produire 35 gigawattheures par an de la batterie LFP en 2026. C'est assez intéressant parce que finalement, 35 gigawattheures, c'est la même chose que produit Tesla à sa Gigafactory 1 dans le Nevada. Ça va donner quoi? Ça va donner 400 000 voitures à partir de 2026, sachant que le plan de Ford, il est de produire en 2026 2 millions de voitures électriques. Donc c'est 20% de la production globale de voitures électriques de Ford qui seront alimentées via cette simple usine. Je trouve que c'est quand même une grosse part importante. On imagine bien que si Ford mourait parce qu'elle n'arrivait pas à faire sa transition, le Michigan aurait perdu quand même une grosse force industrielle Bien et sûr. forcément, il y a de l'emploi en jeu et actuellement, c'est vrai que l'administration Biden, on reste sur ce sujet-là finalement, c'est aussi, l'enjeu politique de la voiture électrique. C'est autour de la création d'emplois et là, avec cette nouvelle usine, forcément, on va sur l'avenir, on reste sur une technologie, très intéressante. Maintenant, ça reste KTL, c'est chinois, il y a quand même un enjeu, qui va être géopolitique derrière. C'est, qu'est-ce qui va se passer finalement, ça chauffe entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que, Mm. ce projet, il peut voir le jour comme ne pas voir le jour? Il y a beaucoup, beaucoup de choses cette semaine par rapport à la création de batteries. C'est pour ça que je voulais faire un segment batterie cette semaine, un segment spécial, parce qu'on a une autre news. Tu sais, tu te rappelles de JB Straubel, qui était un des cofondateurs de Tesla avec Elon. Et donc, il a quitté Tesla en 2016, 2017 pour fonder Redwood Materials, qui est spécialisé dans le recyclage des batteries lithium-ion et aussi dans la création de la partie anode et cathode pour la batterie. Donc, il ne fabrique pas vraiment la batterie, mais il fabrique les deux éléments essentiels de la batterie. Et là, ils ont un prêt du gouvernement d'État, enfin du US Department of Energy, qui leur fait un prêt donc de 2 milliards de dollars pour agrandir leur usine qui est à Reno, Nevada. Reno, Nevada. Reno, Nevada, ça me parle ça. Ah oui, c'est juste à côté de la Gigafactory 1 de Tesla, ça. Vous pouvez les voir sur Google Maps. Ils sont juste en face. Et donc là, ils vont produire 100 gigawattheures par an de matériaux pour faire de l'anode et de la cathode pour les batteries. Bon, alors 100 gigawattheures à celle-là. En face, Tesla qui réannonce 100 gigawattheures aussi dans la Giga 1. Il y a un truc qui se fait à Reno, ça va devenir le Disneyland de la batterie lithium-ion. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il nous explique deux choses, enfin deux, trois choses. Donc il nous parle de la batterie, comment on constitue une batterie, et donc les deux éléments, l'anode et la cathode. La cathode est constituée donc de lithium, nickel, cobalt en majorité, et donc sert pour la performance et la sécurité de la batterie, cet élément-là. Et l'autre côté, donc l'anode, qui elle est produite en grosse partie avec du graphite et du cuivre, qui sert à la performance de recharge. Donc intéressant aussi de pouvoir comprendre comment est faite une batterie, les différents éléments et à quoi servent chacun des éléments, sachant que ça coûte ça pour 80% du coût des matières pour faire la batterie. Donc effectivement, c'est très important de maîtriser la batterie pour la voiture électrique, de faire baisser les coûts de l'anode et de la cathode. Et par rapport à leur possibilité de pouvoir faire du recyclage de batterie, ils recyclent à 95%. Donc les matériaux qui vont être utilisés pour faire ces 100 gigawattheures par an, ça va être et du nouveau et du recyclé aussi, sachant que visiblement, que ça soit neuf ou recyclé, ça a les mêmes propriétés. Donc ouais, bon point par rapport à ça aussi. J'en termine avec les news par rapport aux batteries, par rapport à BYD, qui annonce aussi 1,2 milliard de dollars pour une nouvelle usine, cette fois-ci en Chine. Et là, ils vont produire 40 gigawattheures de batteries par an. À ton avis, combien on a produit cette année, enfin on sait, l'humanité a produit de batteries en termes de gigawattheures? Sachant que Tesla en produit 35 dans sa Gigafactory 1. Peut-être, on doit être autour des, 100-160? 160 gigawattheures? Ouais. Ah ben, je vais te partager ça, tu vas voir. Ça, c'était des prévisions
sur, source en 2020 sur, la production. Alors en 2019, on a atteint les 200 gigawattheures. 2020, on était, tu vois, à 250 dans ces eaux-là. 2020, c'était les prévisions après, hein. Ils prévoyaient en 2022 400 et en 2030 2000. Donc 2000, ça fait 2 térawattheures. Pour rappel, Tesla, ils ont dit aux batteries D, il va falloir produire 20 térawattheures pendant 20 ans pour pouvoir être complètement autonome pour les voitures et pour tout ce qui brûle du pétrole, il va falloir produire autant de batteries. Cette année, 2022, on a produit 1 térawattheure passé. On a produit 1163 gigawattheures de batteries lithium-ion. On était à 200 en 2020, tu vois. Donc on a fait x5. C'est colossal. La grosse majorité, 77%, c'est la Chine qui a produit ça, 893 gigawattheures. Pas mal quand même produit en Europe, en Pologne, tu vois, 73 gigawattheures. Les États-Unis, 70 gigawattheures. Beaucoup viennent de la Gigafactory hein, de Tesla. Hein. Et en 2027, la prévision actuelle, sachant que tu vois, la prévision d'il y a 3 ans, on était à 2 térawattheures. La prévision 3 ans plus tard, elle est de quasiment 9 térawattheures par an. OK. Ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Donc, tu Ouais, fais, tu as fait, entre x4 et x5 en 3 ans dans la prévision de la production des batteries lithium-ion. ouais Mais et c'est la vérité. Enfin, tu vois, je t'annonce là, coup sur coup, un coup de 100 gigawattheures, un coup de 35 gigawattheures, un coup de 40 gigawattheures. J'aurais pas pu t'annoncer ça la semaine dernière, tu vois? C'est bah, incroyable. je trouve ça incroyable quand tu vois, l'Allemagne, la projection de l'Allemagne à Mmh. 503 gigawattheures, Ouais, alors qu'elle était, juste dans, les autres, initialement. Donc c'est-à-dire que exact. le plan industriel, allemand, on va avoir de la production de batteries en hausse. Bah, déjà, ils auront la Gigafactory, de Tesla, hein. Donc déjà, elle, quand elle va être à pleine capacité, à mon avis, elle va produire plusieurs centaines de gigawattheures par an, rien qu'à elle. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, en 2027, le reste du monde produira à quelque chose près autant que la Chine cette année. Donc tout le monde va s'y mettre. Ça va être global, tu vois. Même si la Chine dominera toujours avec 69% et un peu plus de 6 TWh. Donc je pense que la réalité, on sera largement au-dessus de ça en 2027. Et peut-être qu'on refera le point l'année prochaine et que ce chiffre aura encore pris 30, 40, 50%. Ça sera intéressant à suivre, mais j'ai trouvé ce graphe vraiment sympa. Et je voulais vous partager parce que je pense que ça met en perspective bah, la production de ces batteries. On dit, ouais, on n'a pas assez, et pour les voitures, et aussi pour stocker de l'énergie renouvelable. Là-dedans, il va y avoir pour les voitures et aussi pour plein d'autres usages. Hein. Chaque épisode, je me dis: «Oui, il y a 2 ans, on pensait pas que ça allait être aussi incroyable» et finalement, ça se réalise, tout le temps. Bref, on va partir du côté des États-Unis d'Amérique encore une fois, mais on va partir du côté du sport. Le Super Bowl a eu lieu pour nous, le week-end dernier, hein, et comme on le sait, le Super Bowl, c'est là où on achète, souvent, les entreprises achètent massivement de l'emplacement publicitaire. Ça coûte, plusieurs centaines de millions de dollars et là, il y a une association, entre guillemets, qui s'appelle, The, Down Project, qui a investi à peu près 700 entre 700 et 800 millions de dollars pour diffuser une pub de 30 secondes. On va regarder cette pub ensemble. L'objectif de cette pub, c'est de dire que le FSD, c'est nul, c'est pas safe, donc c'est pas secure et c'est à bannir parce que c'est mal. Tesla fait un truc qui est pas bien. Alors, 800 millions de dollars. ouais, 800 millions de dollars pour une pub. C'est énorme. Alors, on va regarder ça. Alors, ici, c'est un mannequin, hein, pas un vrai gosse. Donc la voiture, ne s'arrête pas. La Oh, Tesla salette. continue. Oh là là, oh la poussette, J'ai pas vu les plus de images. poussette. Oh. Stop, la voiture, elle s'arrête pas. Ici, sens interdit, la voiture, elle ne s'arrête pas selon la vidéo. Bon bref, selon eux, le FSD n'est pas fiable. Alors ici, on voit également un piéton, oh là là, il se fait renverser. Et ça a été diffusé pendant le Super Bowl. C'est 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 ça. c'est na c'est ouf. Et oui, et oui, c'est plutôt surprenant. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi une association, une fondation, de ce type fait du Tesla bashing?
Ce groupe de personnes avait déjà publié des vidéos à peu près similaires cet été et certains fans ont vu qu'il y avait quelques incohérences entre l'affichage de la voiture et ce qui se passait sur la vidéo. D'accord. Par contre, en fait, le monsieur qui est derrière tout ça, il s'appelle Dan et il est fondateur d'une entreprise. Donc il est aussi fondateur de ce groupe et son entreprise, il est CEO donc PDG, produit quoi? Des logiciels et des logiciels de quoi? Voilà, d'Automated Driving Systems, donc de conduite Ah. autonome. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est un concurrent au FSD. C'est une boîte de base qui est mandatée, qui propose des prestations de services aux autres constructeurs pour, faire du développement, de conduite autonome, de services autonomes. L'objectif, c'est vraiment de détruire Tesla, hein. Ils l'affirment, l'Asos l'affirme. Maintenant l'entreprise, voilà, ne parle pas, mais le fondateur en tout cas des 2 entités, voilà, est impliqué quand même dans une relation entre le FSD et son développement logiciel, d'autonomie, de la conduite, plutôt Ouais, lié. Là d'ailleurs, le Level 4, on parle de Local Robot Taxi. Voilà, ouais. donc il y a quand même une certaine il y a quelque chose de louche derrière tout ça, mais au moins cette pub, on sait pourquoi elle est là. Elle est là Bah parce qu'il y a oui. des fins, commerciaux ou d'autres fins, politiques, financiers, derrière tout ça. Il y a un enjeu. Ce qui est étrange, c'est que lorsque l'on voit des tests, officiels, tu sais, pour faire les crash tests et tout ça, où, bah, justement, ils regardent les freinages d'urgence et tout, on voit systématiquement que la Tesla, freine, s'arrête et du coup, a des super notes, en sécurité. Donc c'est un petit peu bizarre de voir que là, elle a renversé comme ça la poussette, écrasé les gens, La toute première vidéo du FSD était pas forcément vraie, mmh, de la part de Tesla, ça maintenant on le sait, mais d'un côté, c'est aussi fake it and do it, donc un petit peu comme, Dropbox. Ils l'avaient fait, rien n'était conçu pour le cloud, mais ils avaient fait un concept de cloud via la vidéo, en truquant la vidéo, donc c'était voilà une projection. Par mmh. contre ici, on est, sur une vidéo qui se veut d'attaquer Tesla, disant que c'est pas fiable et qu'il faut le bannir ce système. Elon Musk s'est foutu de la gueule du mec en question et la communauté, Tesla a dézingué le mec sur Twitter. Donc comme ça c'est fait, au moins il y a le boomerang, pape. En parlant de FSD, d'amélioration de tout ce système, on a peut-être la clé, qui va permettre l'avènement vraiment du robotaxi et du FSD, parce qu'on a quand même vu dans les différents AID que le logiciel est quand même vachement, intelligent, qu'ils ont, Dojo qui va rentrer en service, qu'ils sont quand même capables de projeter dans le futur ce qui va se passer, enfin voilà, leur logiciel est vraiment très complet. Mais peut-être qu'il manquait quelque chose et ça, c'est peut-être le hardware 4 qui va, le permettre. On va aller ici tout de suite, hop, voir ce qu'il en est, puisqu'on a des leaks qui viennent d'apparaître avec notre ami sur Twitter, Green the Only, qui est souvent un hacker bienveillant pour Tesla et qui nous vient avec des photos. Alors, on ne sait pas d'où ça vient ces photos, mais il aurait donc eu les photos du hardware 4 versus le hardware 3. Alors, plusieurs choses à noter là-dedans. La première chose, c'est que le format hardware 4 et hardware 3 ne sont pas les mêmes. Donc, c'est bien un rapport avec ce qu'a dit Elon la dernière fois au earnings call. On ne pourra pas faire de rétrofit, ou en tout cas, ça serait hyper compliqué. Ça ne serait pas vraiment judicieux. Première chose, parce que on n'est pas sur le même format de hardware. Aujourd'hui, on a 8 caméras et on aurait potentiellement 11 caméras. Alors, on a ici les différentes vues de la carte. On voit ici des sigles marqués SVC. Oh, il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus, donc ils nous disent que ça serait les caméras avant, arrière, latérales. La chose qui changerait potentiellement, c'est que au lieu d'avoir les caméras sur les piliers comme on a aujourd'hui, là où il y a les clignotants actuellement, on a la caméra qui regarde derrière, on n'a pas de caméra qui regarde devant. Et c'est vrai que quand tu regardes ta voiture, bah, il y a un méga angle mort en fait sur la voiture. Et je me demande si c'est pas ça qui empêche le développement finalement du FSD. En tout cas, cette vision 360 degrés comme le veut Tesla, le fameux Tesla Vision. Pour ça aussi que les nouvelles voitures, bah, elles peuvent même pas se garer. Tu sais, les Y qui viennent d'arriver de Chine, là, ils n'ont pas de bip, ils n'ont rien du tout parce que bah, il leur manque quelque chose. À mon sens, il manque des capteurs et la voiture ne sait pas vraiment se repérer telle qu'elle est capable de le faire, en tout cas avec le logiciel. Donc là, on aurait 4 caméras à l'avant
là où il y a actuellement les 2 petites caméras qui regardent en arrière, donc on en aurait 4. 2 aussi à l'arrière sous le pare-choc. On aurait toujours celle du coffre arrière et on en aurait alors une devant, en face avant. Ça serait vraiment cool parce que ça permettrait de voir aussi les choses basses sous les voitures. Par exemple, chez Rivian, ils ont ça. Ils ont la petite caméra qui est devant et c'est aussi l'Highway, ce que j'avais testé. Il y a la caméra en bas sur le bouclier avant qui permet d'avoir une vision 360 degrés. En tout cas, voilà, il y a 12 ports et apparemment, ils identifient ça comme 11 caméras utilisables. Alors, c'est le logo FF qui a fait le plus parler. Certains disent que ça veut dire front fender, donc les ailes avant. D'autres disent que ça peut être aussi front facing ou full frame ou far field. Donc, on n'est pas certain de ça, mais en tout cas, il y aura plus de caméras, ça c'est sûr. Ce qui me ramène à un truc assez intéressant, ce dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, c'est donc ces nouvelles Tesla que l'on voit qui sont couvertes en Chine, couvertes l'avant et couvertes l'arrière. Ça pourrait potentiellement expliquer ces bâches, ces couvertures, et peut-être l'avènement enfin d'un vrai FSD. Imagine toute ta flotte à rétrofiter, potentiellement, tu peux pas suivre, hein. Ça suit pas la Non. philosophie de Tesla industriellement, d'avoir un Et véhicule, voilà, au encore, pire. encore si c'est qu'une carte, ça va, mais si maintenant tu dois refaire des trous, changer les caméras et tout ça, changer les boucliers avant-arrière, effectivement, ça Non, ça c'est plus trop possible, quoi. Et en plus, ça colle avec le fait que la Gigafactory Shanghai a mis en pause là de quelques jours la production du modèle 3. Toutes les semaines, je suis ultra content de pas avoir changé de voiture parce que au plus ça va, au plus je me dis que les modèles Y qui sont venus en ce moment là de Chine ne sont vraiment, enfin, sont des bonnes voitures. Je dénigre pas, mais c'est encore une fois, c'est pas ce que je veux. Donc, on a le temps, largement le temps. take your time. La question de la semaine dernière, c'était assez intéressante. Est-ce que tu peux la rappeler? Oui, c'est: «Avez-vous une Tesla?» 46 oui. Une autre voiture électrique et 19 une voiture thermique 17 autre à préciser en commentaire 2 et non à 16 Là, par contre, on sait pas si c'est une voiture électrique, une voiture thermique. Mais en tout cas, J'avoue, je remercie les 1200 personnes qui ont participé à ce sondage et m'excuse parce que ce sondage n'a finalement aucun sens. Il est complètement foireux. Le nom n'a aucun intérêt. On est, tu on est pas honte, d'accord. tu imagines, tes abonnés qui se posent plein de questions: «Mais alors je mets quoi? Non, j'ai une voiture électrique. Si j'ai une voiture électrique, je mets quoi?» C'est Bon, ça. en tout cas, 46 oui. 46% ont une Tesla. Donc, il y a une grosse communauté qui ont une Tesla. Et si on met bout à bout, ne serait-ce que les oui, j'ai une Tesla et une autre voiture électrique, on arrive à 5, 6, 7, quasiment 70% de gens qui ont répondu qui ont une voiture électrique. C'est énorme, c'est colossal. Là, on a Vincent qui nous dit thermique pour le moment, pour tout un tas de raisons, mais dès que possible, je passe à l'électrique. J'attends une Model 3 à Ion. Alors, peut-être que le projet Highland serait une Model 3 à Ion. Moi, je pense que Tesla, il nous avait dit, on n'a pas réussi avec le design pour vite sortir la voiture, sinon on allait crever, à faire une voiture à ion. Mais au départ, Elon voulait une Model 3 avec un ion. Donc peut-être que là, ils ont pris le temps, ils vont refaire complètement la Model 3. Ça serait pas complètement débile, je pense, de faire une Model 3 avec un ion, même si quelqu'un lui a dit derrière dans les commentaires, bah ça s'appelle un modèle Y. Moi, je trouve que entre une Model 3 avec un ion et une modèle Y, il y a une grosse marge. Et j'adorerais avoir une Model 3 avec un ion. Je pense que ça serait un carton. On a Thomas qui nous dit, alors un truc assez qui m'a choqué, enfin qui m'a pas choqué, mais qui m'a interpellé. Après 2 modèles 3 SR+, une magnifique Mégane E-Tech. Alors les gens lui ont demandé pourquoi, et je suis très content parce que ça a été, dans toutes ces questions, ça a toujours été très sympa, très bon enfant. Merci beaucoup. Et donc il nous a dit que lui, l'argument, c'est qu'il y avait une très bonne agrément de conduite dans la voiture, et il est surtout très content de retrouver des boutons physiques, avoir un compteur devant. Donc une voiture un petit peu plus à l'ancienne, enfin une voiture qui fait plus voiture que la Tesla qui est plus un iPhone sur roulette. Donc ouais, pourquoi pas, je trouve ça intéressant. On a eu un commentaire, là je suis sûr que lui il est fan de Stargate, je te fais un coucou, Nafrayunox qui nous dit une hybride Audi A3 e-tron depuis 5 ans et je roule à plus de 85% sur la batterie. Donc là aussi, bon, s'il utilise avec 85% de batterie, c'est plutôt un bon score. J'ai aussi Footix64 qui dit qu'il a commandé samedi un modèle Y propulsion après presque 3 ans en Ioniq 38. Il y a un dernier commentaire qui vient de Ced Coach qui alors lui nous dit avant en électrique, je suis reparti sur l'hybride rechargeable, maintenant que du bonheur. Comme quoi il y a des gens qui font 6 marches arrière selon les usages certainement. Globalement, on est tous différents, c'est ce qui est cool.
et plus le Il y en marché aura sera pour tout le monde. fourni, c'est ça, plus il y aura de marché, plus de véhicules électriques, bah, tout le monde va pouvoir s'épanouir avec un véhicule correspondant à ses besoins et ça, c'est beau. Nouvelle question pour cette semaine, à votre avis, est-ce que Tesla fait une erreur en ne faisant pas de rétrofit, sur le HW4? C'est-à-dire que si vous avez, un véhicule avec le HW3 ou le HW2, est-ce Deux que et c'est une demi. erreur de 2,5? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment une erreur de Tesla? Dites-le nous en commentaire et puis, rendez-vous dans l'onglet communauté pour aller répondre oui ou non. On regardera tout ça la semaine prochaine. Et on va terminer comme d'habitude avec une petite page énergie renouvelable, parce que moi j'adore pouvoir parler d'énergie renouvelable. Et là, il y a un truc super intéressant, à mon sens, qui arrive. On en a déjà parlé, mais je vous en reparle parce que le projet devient de plus en plus concret. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Californie, et on a le projet américain Project Nexus qui a collecté 20 millions de dollars pour pouvoir donc tester l'intérêt, la faisabilité de mettre des panneaux solaires sur des canaux. Et là, ça risque d'être ultra intéressant puisqu'ils vont équiper sur une partie, sur 2,6 km de ce canal, ils vont équiper 3 zones qui vont avoir des largeurs différentes, des orientations différentes, une partie droite, une partie sinueuse pour voir comment vraiment ça peut fonctionner. Donc, ça va être faire entre 6 mètres de large et 30 mètres de large, mettre des panneaux solaires. Les canaux en Californie représentent 6440 km. Si jamais ça fonctionne, si jamais ils décident de couvrir, rien qu'en Californie, l'intégralité des canaux, je vais te donner un chiffre, tu vas voir, j'ai été bouche bée quand j'ai vu ça, on pourrait produire 13 gigawatts d'énergie renouvelable. Sachant qu'un gigawatt d'énergie produit assez d'électricité pour 750 000 foyers. Ça peut permettre de couvrir les besoins de quasiment 10 millions de foyers. Il y a un petit peu plus de 13 millions de foyers. Tu sais, la semaine dernière, on parlait du photovoltaïque, le gouvernement qui veut, enclencher à fond les énergies renouvelables. On parle aussi de l'agrivoltaïsme, Ouais. permettant aux agriculteurs de générer un revenu complémentaire et fixe, sur, des côtés de parcelles. Donc là, on voit une nouvelle application possible avec les canaux. Je trouve ça très intéressant. Et en plus de ça, ils veulent installer du stockage. Tu peux avoir énormément de production dans la journée, certainement trop à des moments, la stocker dans des batteries et la réutiliser plus tard. Le gros du travail va être sur 2 points. Ça va être produire suffisamment de panneaux solaires, les installer et produire suffisamment de batteries pour pouvoir après stocker cette énergie-là. Mais voilà, moi je suis ultra excité par ça. J'espère qu'en tout cas ce projet pilote va fonctionner et va montrer que ça a un intérêt de couvrir les canaux. Surtout qu'il donne plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est produire de l'électricité de façon renouvelable, ça c'est un. Deux aussi, on y pense moins, mais c'est l'évaporation. Il y aura moins d'évaporation parce que ça va être couvert par les panneaux solaires. Il y aura moins de création d'algues, de micro-algues, donc moins besoin de filtrer et de traiter les eaux. Et en plus, ces algues, elles endommagent les canaux. Donc, moins d'algues, moins de traitement et moins de travail à faire sur les canaux pour les entretenir. C'est du win-win-win-win-win pour tout le monde. Donc, ça pourrait être vraiment une super bonne idée. Voilà pour cette semaine qui a été très riche. La semaine prochaine, on parlera de plein de nouvelles choses. On a notamment des nouvelles éoliennes qui vont rentrer sur le marché, des tests avec plein de petites turbines, une centaine de turbines. Ça fait la taille de la Tour Eiffel. Enfin, bref, on en parlera la semaine prochaine. C'est fou. On a des bateaux électriques aussi qui arrivent. On en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et ça y est, on a toutes les semaines des annonces de bateaux électriques qui arrivent, de ferries, de cargos, de transport. C'est juste fou, phénoménal de pouvoir vous parler de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker. C'est très important de mettre le petit pouce en l'air. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide à pousser cette vidéo et ces séries de vidéos. Tu travailles sur quoi en ce moment? Il y a eu beaucoup d'actu spatiales ces derniers jours. Ouais, j'ai sorti une vidéo sur le spatial japonais avec la nouvelle H3, la concurrente d'Ariane 6, donc on parle de l'industrie spatiale japonaise. Et puis là, tout juste dimanche, j'ai une vidéo qui sort à propos du spatial européen. Je remets en question la stratégie d'Ariane Espace et surtout, je parle de l'indépendance spatiale de l'Italie. Bref, un dossier plutôt passionnant, peu abordé. Donc c'est une affaire croustillante et très prochainement, j'arrive avec... je vais parler d'OVNI. Bref, avec ces derniers événements dans le ciel américain, il y a de quoi faire, ouais. Waouh. Ok, on suivra ça avec grand intérêt, comme d'habitude. Et puis, je te souhaite une bonne semaine. Et bonne semaine à tout le monde. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas surtout de commenter et de voter, de répondre à notre petit sondage de la semaine. On en parlera la semaine prochaine.
Allez, à plus, bonne semaine tout le monde. Ciao. Bye bye.